Salut à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 11 septembre 2020. C'est bientôt officiellement la rentrée sur la web TV indépendante Le Média, financée à 100% par nos sociaux et nos donateurs. C'est le retour des bonnes habitudes, notamment des rendez-vous réguliers. Vous avez aimé l'actu confiné et l'actu déconfiné. Vous adorerez, enfin j'espère, l'actu démasqué. Je vous vois d'ici, vous vous dites, l'actu démasqué, c'est quoi encore ce truc? Est-ce qu'il n'y aurait pas un message subliminal? Certains pensent, ah ben voilà, ils veulent, mais ils ne peuvent pas dire que les masques contre le coronavirus, c'est vraiment n'importe quoi. Force à vous, cœur sur vous, le média, c'est vraiment tip-top. D'autres s'énervent. Mais pourquoi je suis encore abonné à cette chaîne sournoisement conspirationniste et confusionniste? Tiens, il faut que je les signale à YouTube, Facebook et Twitter parce que quand les bornes sont franchies, il n'y a plus de limite. Mais comment le média se positionne-t-il donc par rapport à la polémique de l'été? Nous ne sommes pas anti-masques, déjà parce qu'au fond, ce terme agrège plusieurs catégories de personnes, allant du fonzous de Donald Trump complètement barré aux citoyens en colère qui ne croient plus rien de ce que disent les autorités politiques après plusieurs mois de crise sanitaire. Nous ne sommes pas anti-masques parce que nous respectons le consensus scientifique assez large sur la question et parce que nous adhérons au principe de précaution. Nous nous méfions dans le même temps des anti-masques parce qu'il nous semble qu'une manœuvre politique se joue là. Quelque chose qui ressemble à la fabrication de méchants de service dont la folie nous perdra si on n'accélère pas les processus en cours de contrôle d'une population décrite comme maladivement irrationnelle, du moins en grande partie. Le masque n'est pas le problème, monsieur le journaliste. Le masque, c'est juste pour embrouiller les Français, pour leur faire peur, pour les pénaliser, vous savez, avec les amendes. Vous le portez le masque ou pas? Ah non, pas du tout. Mais c'est parce que c'est angoissant. Enfin, on ne respire pas dedans. Voilà, le masque, c'est un rituel des pédos sataniques. Vous savez ça? Un acte de soumission. D'accord? J'ai une vision globale des choses. Je ne suis pas le petit ver de terre, je suis l'aigle. Ça vous va? Voilà. Oui, en effet, c'est gratiné. Mais au fond, qui est le plus inquiétant? Entre cette médecin généraliste spéciale, ces groupies tout aussi marginales qu'elle, et notre gouvernement. Au risque de radoter Jordi Magneto. On ne doit pas acheter de masques et d'ailleurs on ne peut pas en acheter puisque nous avons donné des instructions aux officines de pharmacie pour qu'elles ne distribuent des masques que sur prescription médicale. J'insiste, l'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Lorsqu'on n'est pas infecté par le virus, lorsqu'un médecin ne vous recommande pas de porter un masque, il ne faut pas en porter. Je pense qu'il y a un consensus très clair aujourd'hui pour dire il ne faut surtout pas avoir de masque pour le grand public, ça n'a pas d'intérêt et c'est même presque faussement protecteur puisqu'on porte un masque et on se contamine les mains et puis on n'a pas le masque 24 heures sur 24. Et puis, un jour, soudain, tout à coup... J'ai demandé à ce qu'on passe une étape au gouvernement et je souhaite que dans les prochaines semaines, on rende obligatoire le masque dans tous les lieux publics clos. Et si c'était ça, au fond, le vrai problème? Au fait, en parlant de méchants de service, le nec plus ultra, c'est quand même de dessiner, en prévision de la rentrée des Gilets jaunes, qui aura lieu demain, un cercle de la déraison. Le vrai renfort aux gilets, le second souffle, paradoxalement, ce pourrait être les anti-masques. Ils sont en pleine expansion sur les réseaux. Regardez la progression de l'activité de ces groupes Facebook anti-masques depuis le début de l'été. Si vous cherchez la nouvelle flambée populiste sur les réseaux en ce moment, c'est en effet des anti-masques très proches des gilets jaunes. On peut même penser qu'ils sont les mêmes. Tiens, du complot, de la fake news, de la colère. Et vous le disiez, tout ça encouragé par Facebook parce que ça génère énormément de commentaires, c'est bon pour le business, même si c'est pas bon pour la vieille démocratie. Si ces gens sont aussi bêtes et méchants que le dit BFM, les flics au fond seraient peut-être fondés à leur donner quelques petites corrections, n'est-ce pas? CQFD. Merci en tout cas à nos confrères du quotidien d'inspiration communiste L'Humanité d'avoir dès la mi-août remis, si j'ose le dire, l'église au milieu du village, en insistant sur les incohérences du gouvernement. Le gouvernement dit par exemple que les masques, c'est l'alpha et l'oméga
mais refuse de les rendre remboursables par la sécurité sociale. Le gouvernement dit que la santé n'a pas de prix et qu'une deuxième vague est à nos portes, mais en même temps fait des économies de bout de chandelle. Par exemple, en mettant fin, dès le 31 août dernier, au dispositif d'indemnisation au chômage partiel de certaines catégories à risque, les diabétiques, les personnes souffrant d'obésité, de maladies cardiovasculaires ou d'infections respiratoires. Des personnes à risque qui sont obligées de retourner au boulot alors même qu'il y a alerte rouge. Et du coup, une de ces personnes, interrogée par l'UMA, tire sa conclusion. On nous envoie à la morgue parce qu'on coûte trop cher. Est-ce que c'est complotiste de penser ainsi ? Après avoir parlé de la polémique de l'été, comment éviter la polémique de la rentrée ? Une polémique bien comme il faut, inutile et grandiloquente, un bel écran de fumée qui tient en un mot, ensauvagement. Un mot promu et répété par l'exécutif en la personne de Gérald Darmanin. Je pense qu'une certaine partie de la société connaît ce qu'on appelle l'ensauvagement, des actes de sauvagerie. Un mot combattu et dénoncé par l'exécutif en la personne d'Emmanuel Macron, qui au passage s'en prend aux journalistes plutôt qu'à son sécurocrate en chef et utilise une expression qui va faire le buzz sur du vide. Vous avez fait le Kama Sutra de l'ensauvagement depuis 15 jours tous ensemble. Donc je vous laisse à votre Kama Sutra. Il faut croire que c'est ça, le en même temps. Et surtout que nous sommes dirigés par des trolls qui veulent hacker notre temps de cerveau disponible, tout en nous faisant oublier leur propre turpitude. Ça commence fin juillet. Gérald Darmanin est ministre de l'Intérieur depuis 3 semaines et il a du mal à se faire entendre. Dès qu'il met un pied dehors, il y a des manifestations féministes à cause de sa mise en cause dans une affaire de viol. Du coup, il va utiliser une vieille ficelle de communication, faire parler de lui sur un autre sujet, saturer l'espace médiatique. C'est ce que Nicolas Sarkozy appelait faire du gros rouge qui tâche, et pour ça, il lui faut une parole forte. Ah, c'était donc ça. Parce qu'au fond, nous en avons des problèmes. De vrais problèmes, notamment la crise économique qui nous pend au nez à la suite d'une crise sanitaire qui, au demeurant, n'est pas terminée. Pour sortir de cette crise, les génies qui nous gouvernent ont mis en place un plan, le plan France Relance. Nous, on a fait un petit test. Après l'annonce des mesures phares de ce plan de 100 milliards d'euros, qui est content ? Vous dites banco, là, vous avez acheté ce plan ou pas ? On n'a pas à l'acheter ou le... Non, mais bon, c'est pas un peu trivial, je vous l'accorde. C'est ce qu'on avait demandé globalement. C'est étonnant. Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF, le président France de la redoutable banque d'affaires Goldman Sachs, ne cache pas sa joie. Il estime que le plan de relance façon Macron-Castex répond aux grandes inquiétudes. Mais aux inquiétudes de qui ? On pense ce qu'on veut de l'ancien ministre du redressement productif Arnaud Montebourg, ex-ennemi juré d'Emmanuel Macron au sein de la Hollandie. Mais il a trouvé les mots justes dans une interview accordée à Marianne pour décrire à la fois l'imposture et la dangerosité du plan de relance qui fait frémir d'aise la grande bourgeoisie. Il parle de non-assistance à Français en danger. Premièrement parce que dans le fond, la bombe du chômage massif n'est pas dégoupillée. Les effets des mesures d'urgence vont en premier lieu s'épuiser. Le chômage partiel va notamment passer de 25 milliards en 2020 à 6,6 milliards d'euros en 2021. Or, les dégâts économiques s'annoncent malheureusement considérables. Et évidemment, c'est la France des intérimaires qui sera en premier lieu concernée, celle des bacs pro, des BTS. C'est la France de l'intérieur, invisible et silencieuse, celle des petites entreprises qui va trinquer. On risque d'être plus près de 2 millions d'emplois perdus. 2 millions d'emplois menacés et la France des plateaux télé se déchire sur l'ensauvagement. Selon Arnaud Montebourg, les prêts garantis par l'État, les fameux PGE, sont des baisers de la mort qui vont provoquer de nombreuses faillites. Ce sont de nouvelles dettes que certaines sociétés ne pourront pas rembourser. Des entreprises zombies, en somme, qu'on aura fabriquées et qui seront, au moment du remboursement en 2021, en faillite. Environ 25% des chefs des entreprises de taille intermédiaire, c'est-à-dire nos plus grosses PME, déclarent aujourd'hui anticiper des difficultés à rembourser le prêt garanti d'État qu'elles ont contracté. On va se retrouver face au mur de la dette des entreprises. Les entreprises ont besoin de fonds propres pour faire face, pas de dette. En réalité, le plan de relance n'est centré ni sur les ménages, ni sur les petites unités économiques. Il est pensé pour les grandes entreprises et les multinationales qui verront baisser leurs impôts de production. Cette baisse est, à mon sens, aveugle. C'est une subvention pure et simple, sans contrepartie. Amazon, qui pratique l'évasion fiscale, ou Total, qui ferme des usines en France, pourront en bénéficier. En fait, un quart de ces baisses d'impôts vont profiter à 280 grandes entreprises. En contrepartie de quoi, aucun effort ne leur sera demandé.
comme en 2008 après la crise financière, comme avec le CICE, comme avec le Crédit Impôt Recherche et toutes les autres planques Afrique. En parlant d'évasion fiscale aux médias, en cette fin d'été, notre cellule d'investigation ne s'est pas économisée. Nous avons sorti des enquêtes qui exposent les méthodes immorales de Procter & Gamble, à qui on doit les produits Ariel, Monsieur Propre, Pampers ou Oral-B. Grâce à Maxime Renaï, nous avons aussi travaillé sur Veralia, qui produit des pots de pâte à tartiner pour Nutella et des bouteilles pour Pernod Ricard ou les champagnes Dom Pérignon. Veralia, qui licencie parce que les temps seraient durs et en même temps envoie beaucoup d'argent dans les paradis fiscaux. C'est presque fini pour aujourd'hui. Si vous avez le temps et le courage, je vous conseille de lire la remarquable couverture du procès des attentats de Charlie Hebdo par le site France TV Info. Il y a par exemple une restitution de témoignages bouleversants des survivants. Des témoignages à hauteur d'humanité qui remettent les polémiques un peu stériles auxquelles on a assisté ces dernières semaines à leur vraie place. C'est presque fini, mais bon voilà, ne pas en parler reviendrait à cautionner. Hier, dans l'émission Quotidien, Nicolas Sarkozy a ouvertement assimilé les Noirs aux singes. Mais cette volonté des élites qui se pincent le nez, qui sont comme les singes, qui écoutent personne. Alors, je ne sais pas si on a le droit de dire singe parce que on n'a plus le droit de dire on dit quoi, les 10 petits soldats maintenant, c'est ça? Oui. Elle progresse la société. Oui, le livre. Vous parlez Agatha Christie, oui, d'accord. Oui, on n'a plus le droit là maintenant. On a peut-être le droit de dire singe sans insulter personne. Rappelons que le livre d'Agatha Christie, c'est 10 petits nègres et non 10 petits singes. D'ailleurs, on ne sait pas pourquoi le présentateur de l'émission ne le rappelle pas et ne met pas le nez de son interlocuteur dans son caca. Et la pensée qui me vient à l'esprit, c'est que Nicolas Sarkozy, l'ancien maire de Neuilly, le président retraité qui vit au crochet du Qatar, de la Côte d'Ivoire ou du groupe Accor, l'élite par excellence, s'est pris les pieds dans le tapis en singeant ce qu'il perçoit depuis le monde dans lequel il vit, comme le français de base, le beauf qui serait étouffé par la bien-pensance. Il y a là un double mépris pour les Noirs animalisés et pour les classes populaires à qui l'on transfère les réflexes fascisants d'une partie de la fameuse élite qu'on dit dénoncer. Il y a aussi une dégringolade, un naufrage, une dégénérescence. Et je ne résiste pas à la tentation de rappeler à Sarko le bon mot d'Alexandre Dumas qui répondait à une attaque raciste. Mon père était un mulâtre, mon grand-père était un nègre et mon arrière-grand-père était un singe. Vous voyez, monsieur, ma famille commence où la vôtre finit. Voilà, c'est vraiment fini. On se retrouve vendredi prochain, bien entendu. Mettez des pouces bleus et partagez. Pour ne pas dépendre totalement des algorithmes des grosses plateformes, abonnez-vous à notre newsletter via le lien qui vous est donné en description. Et si vous le pouvez, devenez sociaux ou donateurs du média. À plus.